Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver ce soir. Une conférence organisée par Midreshet Rennes, Midreshet Yehuda Manitou, en association avec l'Ilmod. Et ce soir, tout particulièrement, on est avec le docteur Emmanuel Schibert qui va nous parler du retour à Sion de 1700 à 1860, de Rabbi Yehuda Chassid jusqu'aux disciples du Gaon de Vilna. Il est important de rappeler que le docteur Schibert a fait un doctorat à la Sorbonne sur le sujet en 2016 et a sorti un livre l'an passé, si on peut dire, en 2020. Il a sorti un livre qui traite de ce sujet que vous pouvez retrouver dans différents points de vote. Ceux qui verront après la conférence vous diront où on pourra également se procurer le livre. Je laisse la parole donc au docteur Emmanuel Schibert pour nous parler du retour à Sion à partir de 1700. Docteur Schibert, c'est à vous la parole. Voilà. Alors, bonsoir, chers amis. Je remercie la Midreshet Yehuda de nous donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous le fruit de mes recherches. J'ai mis pas mal de temps pour terminer ce doctorat, à peu près 6 ans de recherche. Le titre de la thèse est « Le retour à Sion » de Rabbi Yehuda Chassid au Gaon de Vilna et ses disciples, de l'idéalisme au pragmatisme. D'abord, la période est une période qui est importante. Nous parlons en général des mouvements d'Aliyah entre 1700 et 1860, 1870, autrement dit, avant le début des mouvements d'Aliyah du sionisme moderne, du sionisme politique. Parce que le premier mouvement d'Aliyah, ce qu'on appelle la première Aliyah, est à peu près vers 1882. Donc on parle de l'installation juive, ce qu'on appelle le Yishuv, qui plus tard va être appelé le vieux Yishuv, le Old Yishuv, le Yishuv Hayashan, mais on parle en tout cas de l'implémentation juive et surtout des relations entre Eretz Israël, entre la terre d'Israël et la diaspora. Donc, auparavant, je vais me permettre je travaille avec une présentation, aujourd'hui ça se fait, donc je vais faire Chasse Queen et par Nabucodonosor, la première exil total du peuple juif. Déjà une centaine d'années auparavant, Sancheriv, le roi d'Assyrie, avait exilé les 10 tribus, ce qu'on appelle le royaume d'Israël, le royaume de Samarie, mais avec la destruction du premier temple, la terre d'Israël est quasiment dépeuplée de la population juive. Les Juifs sont principalement en Babylonie, après ils vont arriver également en Perse, avec l'époque de la fête de Pourim. Et un peu plus tard, 70 ans après, commence le retour à Sion, Ezra et Néhémie, la construction du second temple. L'expression le retour à Sion que j'ai employée dans ma thèse est une expression qui date donc de l'époque du second temple, du début du second temple, le retour des exilés de Babylone. Et c'est le retour à Sion, parce qu'il y a énormément de comparaisons qu'on peut faire entre le retour à Sion moderne, on parle de l'époque moderne qui commence effectivement dans ces années-là, jusqu'au retour à Sion de la création de l'État, et le retour à Sion d'Ezra et Néhémie. Il y a des points, des relations qui sont... il y a beaucoup de parallèles qu'on retrouvera après dans les enseignements du Gaon de Vilna, on en reviendra après. 68, 70 selon les dates d'instruction du second temple de Jérusalem. Et là, la terre d'Israël, en mois 66, les Romains arrivent en Israël. Entre mois 66 et 634, nous avons le pouvoir romain après Byzance, qui elle-même va devenir chrétienne. Entre 635 et 1517, la terre d'Israël est conquise par les Arabes, après par les Mamelouks, avec une courte période de l'empire des croisés, entre 1099 et 1291, qui n'était pas dans tout Israël, c'était autour de Jérusalem. En tout cas, en 1517, l'Empire ottoman, qui est en train d'arriver quasiment à son apogée, c'est un empire très puissant, conquit Eretz Israël, la terre d'Israël, de la main des Mamelouks, qui étaient leurs alliés. Et entre 1517 et 1917, pendant 400 ans, les Ottomans vont gouverner la terre d'Israël. Bon, l'Empire ottoman, il y a énormément à dire là-dessus. En tout cas, d'un côté, c'est un empire qui est musulman, mais contrairement aux musulmans qu'il y avait auparavant, c'est un empire qui intègre énormément de nations, qui va retrouver un empire qui va recouvrir l'équivalent de 22 pays actuels, qui va arriver aux portes de Vienne,
et qui est un empire extrêmement puissant. C'est pour ça que dans la tradition française, on parle fort comme turc, etc. L'Empire ottoman donc va prendre le pouvoir et, entre autres, va également conquérir Eretz Israël, qui à l'époque est un pays quasiment désert, mais surtout également la Syrie. Et donc, l'Empire ottoman va gouverner toute cette période. Donc, d'un côté, nous avons un pays qui est sous la charia, c'est la loi en Eretz Israël et la loi musulmane, mais la terre d'Israël est un pays qui est très éloigné, c'est une contrée très peu peuplée, extrêmement éloignée. Les zones principales de la Syrie, dans lesquelles il y a vraiment des carrefours économiques importants, sont la ville d'Alep. Après, nous avons Beyrouth, évidemment, au Liban, Damas. Jérusalem est une ville de quelques milliers d'habitants au maximum. Il n'y a pas de vraie ville en Eretz Israël. Et c'est la période, au milieu de cette période, commencent des mouvements d'Aliyah. Et je vais donc d'abord parler du premier mouvement que j'ai examiné, c'est l'Aliyah de Rabbi Judah Hassid de Shidlovitch. Alors, il faut bien comprendre, Rabbi Judah Hassid, le terme Rabbi Judah Hassid dans la tradition juive est affilié à Rabbi Judah Hassid, le chef de file de l'école des kabbalistes ashkénazes au XIIIe siècle. Il ne s'agit pas de ce Rabbi Judah Hassid, c'est un autre Rabbi Judah Hassid qui est né en 1660 et qui vient de Pologne, d'une ville qui s'appelle Shidlovitch. C'est quelqu'un d'une personnalité très spéciale, kabbaliste, homme pieux. D'après Gershom Scholem et la tradition, on pourrait dire, universitaire en Israël, depuis un long article que Gershom Scholem avait écrit en 1960 dans une revue qui s'appelait Bet Israël Bepolim, enfin un livre de souvenirs sur le judaïsme polonais qui a été anéanti pendant la Shoah. Et Gershom Scholem écrit un long article sur Rabbi Judah Hassid en essayant de démontrer qu'il faisait partie du mouvement sabbatéiste. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous prenez l'Encyclopédia Judaïca, Judah Hassid, Sabbath preacher, un prêcheur sabbatéen. Or, il s'avère que d'après des études qui sont un peu plus récentes, dans les années 90, un chercheur hongrois du nom d'Alexander Poczrik a écrit une série d'articles extrêmement intéressants. Il a eu droit de pouvoir examiner des documents non juifs de la cour royale hongroise. Il s'avère que ce Rabbi Judah Hassid a une influence énorme dans plusieurs pays. C'est un mouvement d'Aliyah qui retrouve entre 1000 et 1500 Olim de Pologne, Allemagne de l'époque, c'est pas l'Allemagne, c'est la Prusse, en tout cas l'Allemagne de l'époque, Moravie, donc toute la région hongroise, Autriche, Italie, entre 1000 et 1500 personnes, c'est énorme. Aujourd'hui, et j'ai travaillé au ministère de l'Intégration, je peux vous dire que 1000 Olim qui arrivent en même temps, il y a tout le gouvernement israélien qui se trouve à l'aéroport pour les recevoir. Bon, là, il y a eu personne qui les a reçus. Il y a une aliyah. Ce qui caractérise ce Rabbi Judah Hassid, d'abord, donc, c'est quelqu'un qui a une forte influence auprès des communautés juives à Berlin. L'année où il a passé à Prague, en 1699, donné un sermon concernant ce mouvement d'Aliyah. Les fonds qui ont été récoltés par la communauté ont été multipliés par 5, tellement que les gens ont été enthousiastes et ont voulu l'aider, à tel point que Poczrik a découvert que dans les papiers des impôts hongrois, la communauté a été soumise à des pressions et à des examens fiscaux parce qu'on a prétendu qu'ils avaient volé de l'argent auparavant. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence et il a essayé de préparer son aliyah. Et c'est pour ça qu'un des plus grands historiens de l'époque moderne, Ben Sion Dinor, qui était également le second ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement israélien après la création de l'État d'Israël, écrit que c'est le premier mouvement qu'on pourrait assimiler à un mouvement pressionniste, dans le sens qu'il y a également non simplement une volonté de vouloir arriver en Terre Sainte, mais également une préparation. La préparation n'a pas été très bonne, on verra après, mais en tout cas, il y a une préparation. Rabbi Judah Hassid achète à Jérusalem, comment il fait pour acheter, c'est difficile, il met beaucoup d'argent, il achète une quarantaine de maisons et surtout il veut développer une synagogue qui sera appelée la synagogue de Rabbi Judah Hassid, au sein, à côté, dans la vieille ville de Jérusalem, pas très loin du Kotel. On connaît aujourd'hui la synagogue, la Chorba de Rabbi Judah Hassid, qui est là-bas. Et donc ce Rabbi Judah Hassid crée ce mouvement d'Aliyah. Malheureusement, il arrive en 1700 et 5 jours après son arrivée, il meurt de typhus. Entre parenthèses,
il semble que plusieurs centaines des participants de l'Aliyah sont morts ou en chemin ou en arrivant. Il y a eu une épidémie de typhus. Mais en tout cas, avant que je continue, j'aimerais faire une toute petite parenthèse et parler d'un chercheur qui n'est pas assez connu, je pense, Abraham Yari. Abraham Yari a donné, je peux dire c'était un bibliothécaire à l'université hébraïque de Jérusalem, a consacré sa vie à rechercher des documents qui traitent du lien qui unit le peuple d'Israël à la terre d'Israël pendant toute la diaspora, depuis la création, depuis la destruction du Second Temple, jusqu'à à peu près quasiment jusqu'au début de l'État d'Israël. Abraham a écrit 4 anthologies. Aujourd'hui, nous avons l'ordinateur, nous avons Internet. Il est difficile de croire comment quelqu'un qui était occupé a pu ramasser et collecter autant de documents exceptionnels. Il a écrit 4 compilations, 4 anthologies qui sont importantes parce qu'elles montrent le lien qui a toujours réuni les diasporas différentes du peuple juif dans le monde entier et la terre d'Israël. Un de ces livres s'appelle Zichronot Eretz Israël, donc toutes les mémoires qui ont été écrites par des juifs d'Eretz Israël. Masot Eretz Israël, c'est un livre qui traite des voyages, des voyageurs comme Metulda, comme d'autres voyageurs, tous les récits des voyageurs qui sont arrivés en Eretz Israël. Igrot Eretz Israël sont les lettres qui ont été écrites par des juifs d'Eretz Israël vers la diaspora, et c'est un recueil de centaines de lettres, encore une fois, de toute cette période. Et Shluchei Eretz Israël est un livre remarquable, 800 pages, sur tous les émissaires qui ont été envoyés par la communauté juive d'Eretz Israël dans les différents diasporas. Principalement, il est vrai également pour ramasser des fonds, pas uniquement pour ramasser des fonds. Et donc, uniquement une partie de ces livres ont été traduits en anglais. Malheureusement, aucun de ces livres ne figure en français. Donc, pour tous les hébraïsants et qui sont intéressés vraiment par comprendre, on pourrait dire, le fondement du sujet que je vais aborder aujourd'hui, les relations entre les Juifs et Eretz Israël, les mouvements d'Aliyah ne datent pas de 1700. Il y a toujours eu une volonté de certains Juifs de monter en Eretz Israël. Il y a toujours une relation forte entre les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de la diaspora. Et je vous conseille donc de lire ces livres d'Abraham Yari. Et je reprends l'histoire de Rabbi Yehuda Chassid. Donc Rabbi Yehuda Chassid monte, achète des terrains, essaie d'organiser l'Aliyah, mais il n'avait pas toutes les données. Il faut comprendre, il y a un problème, il ne connaît pas toutes les données. Il a du mal à comprendre qu'en Eretz Israël, on parle arabe. Donc les Juifs ashkénazes qui viennent de Pologne et de Hongrie ont un très mauvais arabe. Il y a également un autre problème. En général, dans le monde ashkénaze, les femmes travaillaient. En Israël, c'est un pays sous la charia. Les femmes n'ont pas le droit de sortir, de mettre le bout du nez dehors. Elles ne travaillent pas. Beaucoup de Juifs en Pologne, en Russie, avaient des usines, faisaient de la vodka, ce qu'on appelle en hébreu du yash, yaïn saraf. Vous savez que l'alcool est interdit chez les Arabes, donc les Juifs ont essayé de vendre aux Arabes sous la table et ça créait énormément de problèmes. En tout cas, en 1700, Rabbi Yehuda Chassid va décéder et il y aura quelques centaines de personnes qui sont montées avec lui s'installer à Jérusalem. Et là, il commence à avoir des dettes énormes parce que beaucoup de Juifs importants, dont des Juifs comme Salomon Oppenheimer, qui est le Juif de cour à la cour d'Autriche, et d'autres Juifs très importants, étaient enthousiasmés par Rabbi Yehuda Chassid, lui ont promis énormément d'argent. Mais dès que Rabbi Yehuda Chassid est décédé, les collectes de fonds se sont révélées être beaucoup plus difficiles. Les Juifs, de façon très naïve, ont emprunté de l'argent auprès de créanciers arabes. Le taux des crédits et intérêts, en général reconnus dans l'Empire ottoman contre les Juifs, était de 20% par an. Ce qui fait que tous les 3 ans et demi, les dettes doublaient. Donc, les Juifs n'ont pas été capables d'assumer ces dettes. Un récit de la situation grave des Juifs ashkénazes à Jérusalem a été écrit par un des Olim qui est monté avec Rabbi Yehuda Chassid. Il s'appelle Rabbi Gedalia de Shimache, qui est une ville proche de celle de Rabbi Yehuda Chassid. Et en 1715, il a publié à Berlin un livre qui s'appelle Sha'alu Shlom Yerushalayim. C'est un livre remarquable. La mairie de Jérusalem l'a réédité dans les années 80. Un livre extraordinaire parce qu'il traite d'abord de l'historique de ce mouvement d'Aliyah de Rabbi Yehuda Chassid, mais surtout il traite des problèmes d'intégration. Et quand on lit ce livre, on est absolument étonné de voir
que les problèmes n'ont pas changé. Il parle des problèmes de langue, des problèmes de culture, il parle de tous les problèmes que les Olim n'ont pas compris. Et en vérité, donc, c'est pour ça qu'en fait, cette alia est une alia idéaliste, mais qui n'a pas très bien réussi. En 1720, les dettes ont énormément augmenté et les Arabes de Jérusalem décident de faire un pogrom contre la communauté des disciples de Rabbi Juda Chassid. Ils brûlent tout le quartier de Rabbi Juda Chassid et qui va prendre le nom de la Khourba. La Khourba, ça veut dire la ruine de Rabbi Juda Chassid. La Khourba sera reconstruite en 1866 par les disciples de Gaon de Vilna. Vous voyez la photo, cette photo célèbre de la Khourba, une photo qui date de 1870. En 1848, les Jordaniens vont la faire sauter et cette synagogue ne sera reconstruite qu'il n'y a pas longtemps, en 2010, Pessar 2010, il y a eu la nouvelle synagogue de la Khourba, mais Khourba de Rabbi Yehuda Chassid, donc, elle se trouve sur la place de 1720, où il y a eu un grand pogrom, beaucoup de Juifs ont été tués, massacrés, et depuis 1720, il n'y a pas de communauté juive ashkénaze à Jérusalem, les Juifs ashkénazes sont en danger. Et donc, d'un côté, pour pas mal d'historiens, la lia de Rabbi Yehuda Chassid est une catastrophe. D'abord, parce que, encore une fois, d'après certains chercheurs, ça les résidus du mouvement sabbataïste, donc ce n'est pas très intéressant. Et puis, secondo, on voit une destruction de la population, de tout ce qu'il a construit, donc la synagogue, la cour de Rabbi Yehuda Chassid, et surtout également l'interdiction quasiment aux Juifs ashkénazes de pouvoir résider à Jérusalem comme descendants des créanciers qui doivent de l'argent aux Arabes. Donc d'un côté, il semblerait donc que cette alia est catastrophique. D'un autre côté, les recherches plus actuelles montrent que cette alia, et c'est ce que des chercheurs plus récents essayent de montrer, et je pense également qu'ils ont raison. J'ai fait au début de mon livre, j'analyse un peu plus en profondeur c'est qui Rabbi Yehuda Chassid, et j'ai retrouvé pas mal de sources, on pourrait dire, qui montrent que c'est un rabbin normatif, ce qui n'est pas forcément... Il y avait autour de lui, effectivement, des anciens disciples ou des gens qui étaient affiliés à Sabbatai Tzvi, mais Rabbi Yehuda Chassid est quelqu'un, il y a même des halachot en son nom, et c'est difficile à croire qu'il était un pur sabbatéiste. On en reparlera un peu après quand on arrivera aux disciples de Gaon de Vilna. En tout cas, suite à cette destruction, suite au programme qui a été fait contre les Juifs de Ashkenaz de Jérusalem et les dettes qui continuent à être contractées, parce que les dettes continuent à exister auprès des cours juridiques musulmanes de Jérusalem, il va y avoir quand même différentes actions qui seront entreprises et des actions qui sont innovantes et qui vont changer un peu la norme du Moyen-Orient et de la situation des Juifs, surtout des Juifs d'Eretz Israël. Premier point qui est très important, qui est très peu connu, mais qui est extrêmement important, un historien, Yaakov Barnaï, que je connais, a écrit un livre remarquable dessus il y a quelques années. Et en 1727, les Juifs de Constantinople, c'est-à-dire les Juifs de la proche du sultan, qui jusqu'à maintenant n'avaient presque pas affaire avec les Juifs d'Eretz Israël. De temps en temps, ils venaient, il y avait des relations courtoises, mais enfin, ce n'était pas lié, impliqué politiquement à ce qui se passe, vu la situation très grave des Juifs de Jérusalem, Juifs ashkénazes, les Juifs séfarades également étaient opprimés par les Arabes. Donc, a été créé un comité d'entraide à Constantinople qui s'appelle Zaat Pkidei Eretz Israël Bekushta. C'est un comité qui est très important. Vous voyez, il a différents buts: maintenir les relations avec les autorités ottomanes, développer des activités au sein des communautés diaspora, organiser des collectes de fonds, etc. C'est très important parce qu'en général, dans l'histoire moderne, on assimile le début de la diplomatie, c'est-à-dire le fait que des Juifs essaient d'avoir une influence politique pour aider d'autres Juifs, avec l'affaire de Damas en 1840, dans laquelle Montefiore et Rothschild sont allés à Damas pour essayer de sauver ces pauvres Juifs qui étaient accusés de crimes rituels. Mais en vérité, je pense que la première action, excusez-moi, la première action politique, on pourrait dire quasiment internationale, a été créée en 1727, dans lequel les dirigeants de la communauté juive d'Istanbul, donc de Kouchta, Constantinople, vont commencer à essayer d'influencer le régime central pour aider les Juifs. Quelques années plus tard, 1770, bon, 50 ans plus tard, mais c'est quand même, suite à ça,
va se créer à Vilna un synode de soutien à Eretz Israël. C'est-à-dire que la communauté de Vilna, du vivant de Gaon de Vilna, on en reparlera après, décide d'intervenir et d'essayer de renouer le lien du judaïsme ashkénaze avec la ville de Jérusalem. Ce synode est quasiment secret pour une raison. Contrairement aux Juifs de Constantinople qui, eux, avaient pignon sur rue et pouvaient exercer librement en face du sultan, nous parlons ici des Juifs ashkénazes, des Juifs de Russie, Lituanie, etc. En Russie, en Lituanie, n'oublions pas qu'il y a quand même des régimes extrêmement antisémites. On n'est pas tellement loin des révoltes de Kalinowski de 1648. Hein. On est quand même, les Juifs sont très opprimés, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et avoir une action positive par rapport à Eretz Israël peut mettre en danger des gens de la communauté, et certains d'ailleurs sont même en danger. En tout cas, nous avons une lettre manuscrite de la main de Rabbi Israël de Shiklov, qui est un élève du Gaon de Vilna, qui va monter plus tard en Eretz Israël. Cette lettre a été retrouvée par Prunkin, qui la ramène dans Toldot Chachmei Yerushalayim. C'est une lettre extrêmement importante parce que ça va nous expliquer également que les mouvements d'Aliyah des disciples du Gaon de Vilna, qui sont liés évidemment au Gaon Memem, on va expliquer, mais c'est également un mouvement d'Aliyah qui est quand même la résultante d'une décision communautaire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le Gaon de Vilna, mais c'est la communauté juive de Vilna, peut-être également influencé par le Gaon lui-même, qui est quand même à 50 ans à cette époque, en tout cas décide d'organiser et d'examiner comment on peut rectifier le tir en Eretz Israël. Je lis uniquement rapidement cette lettre, que j'ai traduite en français, aux environs de 1770, nos frères ashkénazes de Lituanie ont exprimé l'idée de rejoindre Jérusalem et d'écouter ses splendeurs. Ils déclarent le moment était venu de remettre à l'ordre du jour l'importance de la plantation ashkénaze de Jérusalem. Donc, les dirigeants du peuple israélien sont réunis dans la ville de Vilna. Donc, ils sentent que ce n'est pas uniquement les dirigeants de Vilna, mais également les dirigeants d'autres grandes villes, d'autres communautés juives de Lituanie. Et ils ont décidé d'envoyer quelques familles. Parmi eux, le grand-père de Rabbi Israël de Shiklov, qui s'appelle Rabbi Azriel, qui vient d'une ville de Shklov, une ville qui était très, très proche du Gaon de Vilna. Et donc, il devient le chef de ce groupe. Il voyageait en Eretz Israël, afin de pouvoir après revenir, donner ses impressions, etc. Il revient à l'étranger, mais en fin de compte, il mourut en chemin, il est meilleur là où il fut enterré. En tout cas, ce que nous voyons de cette lettre qui est très importante, c'est qu'il y a eu une volonté communautaire à Vilna, et ça c'est un fait qui est exceptionnel dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que si Rabbi Yehuda Chassid était un homme exceptionnel, mais qui a pris ses propres initiatives et qui a réussi à réunir autour de lui des personnes et des Olim et également des personnes importantes et des Juifs importants proches des cours royales, également riches, à l'aider. Là, autour du Gaon de Vilna, se crée un mouvement qui n'est pas que celui du Gaon de Vilna, mais qui est une décision communautaire des communautés juives de Lituanie d'envoyer une mission et d'essayer de voir comment on peut s'installer en Eretz Israël. Nous savons qu'en 1777, en parallèle avec les premières aliyot des Chassidim, de Rabbi Nachal Mandel de Vitebsk et Rabbi Abraham Kalisker, il y a également des Juifs de Vilna, proches également du Gaon, qui font déjà leur aliyah du vivant du Gaon de Vilna, donc peut-être suite à cette aliyah de Rabbi Azriel. Donc, puisque la ville de Vilna est impliquée et que les élèves du Gaon de Vilna vont monter, dans mon étude, j'ai fait un passage assez important sur le Gaon de Vilna. Nous n'avons pas évidemment le temps, dans le cadre de cette conférence, de pouvoir aborder le Gaon de Vilna. J'ai donné il y a quelques années au Centre communautaire à Paris 5 conférences uniquement sur le Gaon de Vilna, un séminaire là-dessus. C'est un sujet qui est énorme, mais uniquement en 2 minutes. Chers amis, je vais partager avec vous quelques réflexions concernant le Gaon de Vilna. D'abord, la plupart des biographies sur les Gaon de Vilna sont des contes, ne sont pas exactes. On a un problème de source première. J'étais même étonné quand j'ai écrit ma thèse. Je voulais écrire une biographie succincte du Gaon de Vilna. Je croyais qu'en 2 mois, j'allais écrire ça. Ça m'a mis presque 1 an parce que j'ai dû revoir toutes les biographies et me rendre compte qu'il y a beaucoup d'inexactitudes. Un des pionniers qui s'appelle Israël Klausner, un juif qui a réussi à se sauver
de Lituanie juste avant la Shoah, et à qui a été remis une partie des Pinkassé Akila, ça veut dire les cahiers de la communauté juive de Vilna, dans lesquels figurent également les accords entre la communauté juive de Vilna et le Gaon, ainsi que les minutes, c'est-à-dire les résumés du tribunal royal. Il y a eu beaucoup de problèmes de la communauté qui sont arrivés devant la cour, différents problèmes. Mais en tout cas, Klausner a sorti une série de livres. Le premier livre est sorti en 1942 à la mémoire de la communauté juive de Vilna, parce qu'il venait d'apprendre qu'elle était exterminée suite à la rentrée nazie en Russie. Et Klausner va sortir des livres qui s'appellent Vilna Bimei Gaon, et également 2 livres sur la communauté juive de Vilna, des livres extrêmement bien documentés. Là également, il faut faire toujours la part des sources, mais en tout cas, Klausner est quelqu'un qui a des sources de premier plan. Je pense qu'uniquement Dov Elia, dans sa biographie qui s'appelle Agaon, qui est sortie il y a quelques années, 1300 pages, 3 volumes, dans lequel il y a, en tout cas, ramène un des premiers à ramener cela. Malheureusement, il n'y a pas de biographie en français. Dans mon livre, effectivement, il y a un résumé, une biographie assez succincte du Gaon, enfin, en tout cas, qui est basée sur le document premier. Ce qui est important dans cette biographie, c'est qu'il y a certains points qui ne figurent pas assez dans les biographies classiques, on pourrait dire moins basées sur des documents historiques. Premier point, c'est que nous savons que le Gaon de Vilna, avant 1755, a fait un exil, c'est-à-dire a quitté sa famille et a tourné dans différents pays. On ne sait pas exactement pourquoi. D'après Rabbi Samuel Luria, qui est une des autorités rabbiniques importantes en Lituanie, il va écrire un peu plus tard que tous les manuscrits qui se trouvaient chez le Gaon proviennent des années qu'il passait en exil. D'après Samuel Luria, qui a vu la bibliothèque du Gaon de Vilna et qui a vu les documents extraordinaires qu'il avait et qui faisait du Gaon de Vilna quelqu'un qui avait, en tout cas, qui avait des sources midrashiques, talmudiques, qui lui ont permis d'écrire des livres et de pouvoir entrer dans certains domaines que personne, depuis des centaines, n'avait pas fait auparavant. D'après Rabbi Shmuel Luria, qui est quelqu'un d'important et qui a vu les livres, les manuscrits du Gaon donc, proviennent d'une période où le Gaon de Vilna tourne et va dans différentes villes de façon tout à fait anonyme. Nous le savons également parce que Rabbi Nathan Akshitz, en 1755, va écrire une lettre au Gaon du Vilna pour lui demander de prendre une décision dans son conflit concernant les amulettes. En tout cas, il a écrit une lettre en disant « Vous, le maître respecté, reconnu », et puis il montre une liste de pays en Europe de l'Est, mais également un peu en Europe de l'Ouest, qui ont reconnu le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna avait à l'époque uniquement 35 ans. Il faut comprendre, le Gaon de Vilna vient d'une famille extrêmement importante de Lituanie. Il est l'arrière-petit-fils de Rabbi Moshe Kramer, qui était le grand rabbin de Vilna à l'époque des insurrections des Ukrainiens en 1648-1649, quelqu'un qui a protégé sa ville. Il vient d'une famille extrêmement importante. Il est nommé Eliaou d'après son arrière-grand-père, Rabbi Eliaou Chassid. Chassid, c'est un terme dans le monde ashkenaz qui veut dire en fait un kabbaliste. Et donc, il vient d'une famille de grands kabbalistes, de grands maîtres. Et Rabbi Eliaou de Vilna est un génie qui, très jeune, déjà est reconnu comme étant un prodige de domaine de connaissance, c'est toute la Torah et surtout les sources de la Torah, les livres de Kabbale les plus anciens. Il revient même au niveau de la halakha dans des livres extrêmement anciens. Je ramène dans mon livre la liste des livres que le Gaon de Vilna a commenté, a corrigé, etc. Et également, ce qui est très important, c'est quelqu'un qui était imbu de sciences profanes. Il a écrit jeune un livre de trigonométrie qui s'appelle Aïl Meshulash, mais le Gaon de Vilna, ses élèves, ramènent qu'il était très expert en astronomie et dans différents domaines également médicaux et autres. Ce qui est très important dans ce que dit Klausner, c'est que le Gaon de Vilna était quelqu'un qui avait des activités communautaires. Il y a une image aujourd'hui, je ne veux pas dire une image d'Épinal, ça fait mal, mais une image du Gaon de Vilna comme étant quelqu'un qui étudiait, qui fermait ses volets, qui était complètement absorbé par l'étude de la Torah et qui, en fin de compte, n'a jamais été Rosh Yeshiva, à tel point que certains chercheurs aujourd'hui, des grands historiens, que je respecte, mais donc je ne suis pas d'accord avec eux, prétendent que le Gaon de Vilna, il n'y a pas d'aliyah des disciples du Gaon de Vilna, puisqu'ils prétendent, les chercheurs israéliens tout à fait respectables, que le Gaon de Vilna n'a pas pu avoir d'élèves, puisque c'était quelqu'un qui n'avait pas de yeshiva. Comment il pouvait avoir des élèves? Quelqu'un qui étudiait du matin au soir tout seul, c'est faux.
C'est faux. Klausner ramène des contrats qu'il y avait entre la communauté et le Gaon, qui recevait d'ailleurs un salaire tout à fait honorable. Et le Gaon de Vilna, entre autres, était responsable de 3 sociétés. Les sociétés, ça veut dire des cercles d'études. Un cercle qui s'appelait Chevrat HaMishnayot, donc un cercle qui s'appelait Chevrat HaShas. Shas, c'était le cercle pour les érudits de Vilna, qui étudiaient le Talmud, d'autres étudiaient la Mishnah. Et il y avait un cercle pour les gens simples, qui n'étaient pas capables d'étudier ni la Mishnah ni le Talmud, et qui étudiaient les Haggadot, ça veut dire donc les récits bibliques, ce qu'on appelle la Haggadot, le monde des contes qui sont mentionnés dans le Talmud, et ça s'appelait Chevrat En Yaakov. Le Gaon de Vilna lui-même donnait les cours d'introduction et supervisait cela. À part ça, il avait également, c'était quelqu'un qui n'a jamais voulu être ni le rabbin de la ville ni Dayan, mais il avait une fonction, on allait le voir, on le consultait. Donc c'est quelqu'un qui était lié à la communauté. Et en ce qui nous concerne, et ce qui est très important, nous savons que le Gaon de Vilna a essayé de monter en Israël. Il a écrit une lettre, Igeret Agra, qui est très solide, qui est très connue, qui a été publiée, je crois, des centaines de fois. Quand est-ce qu'il a essayé de monter, d'après le contenu de la lettre et d'après d'autres indices, il semble que ce soit entre 1760 et 1770. Donc, il avait entre 40 et 50 ans. Il a donc voulu quitter Vilna. Il a voulu monter en Eretz Israël. En fin de compte, cela ne s'est pas passé. Il n'est pas monté en Eretz Israël. Dans une des introductions sur le commentaire de Gaon de Vilna au Shulchan Aruch, un de ses fils, Rabbi Arieleb, Rabbi Avraham, va lui demander, papa, pourquoi tu n'es pas monté en Eretz Israël? Tu as voulu monter, tu as même fait une lettre d'adieu. Et le Gaon de Vilna lui a dit, je n'ai pas reçu l'autorisation du ciel. C'est un domaine qui est assez secret, qui rentre dans des confédérations ésotériques ou autres. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna, nous savons que le fait qu'il a voulu monter en Israël montre à quel point Eretz Israël était importante pour lui, parce qu'il était prêt à quitter son étude, et c'est sûr le fait de monter, évidemment, l'empêche de pouvoir étudier comme auparavant, mais pour le Gaon de Vilna, Eretz Israël est fondamental. Pas uniquement parce qu'il y a une mitzvah, un commandement, c'est le but du peuple d'Israël et d'arriver en Israël. Pour le Gaon de Vilna, toute l'étude de la Torah en diaspora est une étude qui a pour but de sauvegarder le peuple juif, et ce n'est pas une vraie étude de la Torah. On peut être un juif et au niveau de la religion et au niveau également de la conscience d'identité juive, uniquement en Eretz Israël, et ça c'est un point très fort. Voir le Gaon de Vilna essayer de monter en Israël. Donc, il semble que cette décision de monter était un peu avant le synode dont on a parlé auparavant, qui a eu lieu en 1772, dans lequel a été décidé. Donc, il semble que le Gaon de Vilna est revenu et donc a été une des personnes qui a poussé à cette décision. Entre parenthèses, nous savons qu'entre 1771 et 1796, il y a le conflit ouvert contre la chassidoute. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, j'ai abordé ce sujet. Il est un peu lié également au mouvement d'Aliyah, mais on n'aura pas le temps d'en discuter. Et donc, après le décès du Gaon de Vilna en 1797, commence à se créer un mouvement organisé d'Aliyah. Ce qui est remarquable dans ce mouvement d'Aliyah des disciples du Gaon de Vilna, c'est que tous ces disciples sont liés à ce mouvement. Une partie vont monter en Israël. Les noms les plus célèbres sont Rabbi Menachem Mendel de Shklov, Rabbi Israël de Shklov, Rabbi Saadia ben Rabbi Nathan, qui était, on pourrait dire, le bras droit du Gaon de Vilna dans beaucoup de ces domaines, entre autres également dans la polémique avec la Chassidoute. Nous avons également Rabbi Chaim Katz, qui est un des dayanim, un des juges de la cour rabbinique de Vilna. Donc on parle vraiment de personnes extrêmement importantes qui se lient à ce mouvement d'Aliyah, et on parle rapidement, en 3 ans, d'à peu près 600 personnes qui vont monter, dont plusieurs rabbanim qui sont des rabbanim extrêmement importants. Et là, j'aimerais uniquement lire ce passage qu'Avraham Yahari, dont on nous a parlé auparavant, écrit dans Shtuché Eretz Israël, en introduction à ce mouvement d'Aliyah, parce que je pense que ce qu'écrit ici Avraham Yahari est fondamental. Il dit, comme les chassidim qui ont immigré une génération auparavant,
donc en 1777, donc une génération auparavant, il y a les Aliyot des Chassidim, les disciples du Gaon ont apporté avec eux un amour profond pour la terre d'Israël, se montrant prêts à supporter d'éventuelles souffrances de la terre sainte. On va voir après que la situation des Olim était très grave, ils ont énormément souffert. Ils étaient animés d'une véritable volonté d'unification, montraient beaucoup de tact envers les Juifs farades ainsi qu'envers les Chassidim, et faisaient preuve d'esprit de concession, d'organisation et de sens pratique. Ils comprirent la nécessité de se doter d'institutions publiques fonctionnelles, on le verra après. Ils firent preuve d'un savoir-faire politique qui les rendit capables de s'adapter aux incessants changements géopolitiques. Toute leur action s'exerça en faveur et pour développer l'établissement juif en Terre Sainte. Ces qualités leur permirent de devenir des dirigeants incontestés de la communauté ashkénaze, reléguant dans l'ombre les chassidim, sur ceux qui furent à la tête des entreprises nécessaires au développement du Yishuv, tant matériel que financier. C'est ce que pense Abraham Yahari. Autour de ce qu'écrit Abraham Yahari, aujourd'hui, la nouvelle recherche, il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'historiens qui essayent de diminuer un peu l'influence du Yishuv avant le sionisme. On peut dire qu'il y a un peu une guerre dans le monde universitaire israélien entre différents courants sur l'importance de l'apport des disciples de Gaon de Vilna au développement du Yishuv. Dans mon livre, je montre que le rapport était effectivement extrêmement important. Donc, quelques dates pour comprendre le sujet maintenant, qui est donc l'Aliyah des disciples de Gaon de Vilna. Alors, premièrement, point qui est important, l'Aliyah des disciples de Gaon de Vilna est donc une conséquence de ce qui se passe avec Rabbi Yehuda Chassid. C'est pour ça que j'ai décidé d'unir dans mon livre ces deux personnages. Il est vrai que l'Aliyah de Rabbi Yehuda Chassid a échoué, mais elle a quand même apporté après ses décisions. Donc, nous avons au début l'Aliyah entre 1808 et 1820. Auparavant, nous avons eu la campagne de Napoléon Bonaparte. La campagne a créé en 1799 et 1800 une série de pogroms. On parle de pogroms, c'est-à-dire des Juifs ont été exterminés, massacrés à Jérusalem, en Galilée par des Arabes, ces Juifs ont été accusés d'avoir aidé Napoléon et d'avoir voulu la conquête de l'Israël par Napoléon. Il y a eu une série de massacres, donc les disciples de Gaon de Vilna arrivent dans une situation géopolitique extrêmement complexe. Quelques années après la tentative de la campagne de Napoléon Bonaparte, et donc en 1808, Rabbi Nachman de Chiklov va monter, en 1809, Rabbi Yitzchak de Chiklov, et va se créer un organisme secret qui s'appelle Rosnei Vilna, la communauté des dirigeants de Vilna, un organisme qui sera dirigé jusqu'à son décès par Rabbi Chaim de Volodjin, le plus grand élève de Gaon de Vilna, qui va créer la célèbre yeshiva de Volodjin, la yeshiva Etzraïm à Volodjin, en tant qu'élève du Gaon de Vilna. Et lui va diriger tout ce mouvement qui a pour but de soutenir financièrement, mais également politiquement. Il va engager les plus grandes autorités rabbiniques comme Rabbi Akiva Eger, le Noda Ben Yehuda de Prague, à aider l'implantation juive d'Eretz Israël. On n'a pas le temps de lire ça, mais donc uniquement pour continuer, parce que le temps presse un peu, et le sujet est important, mais pour comprendre un peu de quoi on parle, en 1815, Rabbi Nachman Mendel décide de s'installer à Jérusalem. Donc il va y avoir une scission au sein des Olim. Il va y avoir, la plupart des Olim sont à Safed, décident de s'installer en Galilée, entre autres, parce que la situation à Jérusalem en 1808 est terrible, elle est grave, les Juifs ne peuvent pas habiter à Jérusalem, comme on l'a dit, et à part ça, également, la volonté est d'unir la communauté. Pourtant, Rabbi Nachman Mendel de Chiklov, qui est le plus grand élève du Gaon de Vilna à monter en Israël, décide de faire une tentative et de restaurer le Yishuv, l'implantation ashkénaze. Il arrive déguisé en Sfarad, il arrive avec les habits Sfarad qui étaient connus à l'époque, et doucement, il commence à amener avec lui d'autres juifs qui vont venir de Safed, et commence à se créer une communauté qui au début sera une communauté un peu secrète, mais qui après va arriver. Alors, ce qui se passe en attendant en Galilée, là où les élèves de Gaon de Vilna, sous la direction de Rabbi Yitzchak de Chiklov, ont développé leur communauté, en créant une synagogue qui s'appelle Aderet Eliyahu au nom du Gaon de Vilna, c'est que, vous avez là une photo ici d'un juif qui s'appelle Rabbi Chaim Fahri, de mémoire bénite. Ce Rabbi Chaim Fahri était, on pourrait dire, le bras droit du Pacha d'Acre,
Au début, c'était Djazel Pacha et après Abdallah Pacha. C'est lui qui était responsable de toutes les finances de la Galilée. Il a énormément aidé les Juifs. Il vient d'une famille, la famille Fahri. Ses frères sont des consuls de différents pays, à Damas et à Beyrouth. Il vient d'une famille extrêmement importante. En 1819, Abdallah Pacha tue Rabbi Chaim Fahri et accuse les Juifs d'avoir volé le trésor du Pacha d'Acre et condamne les Juifs à payer 10 ans d'impôts rétroactivement. La situation des Juifs à Tibériade et à Safed est très grave. Les Juifs sont sous menace de mort. On a retrouvé des documents écrits par un Juif racide de Tibériade de cette époque qui montrent comment tous les Juifs ashkénazes ont été parqués dans une cour et menacés d'être tués si vous n'amenez pas une somme énorme. Et là va se passer un fait extrêmement important dans l'histoire moderne. On va voir à quel point ce fait est important. En 1820, Rabbi Israël de Chiklov, alors que la situation des Juifs en Galilée est catastrophique, va rencontrer un ministre russe et là, il va lui demander le protectorat du consulat d'Acre qui sera accordé. À partir de 1820, les Juifs Prouchim, c'est l'appellation des sites de Gaon de Vilna, comprennent que les lois ottomanes peuvent protéger des Juifs qui ne sont pas n'importe quel sujet qui n'est pas ottoman. Eux, ils sont montés en 1813. Rabbi Chaim Fahri ne les a jamais obligés à devenir ottomans, donc ils n'étaient pas ottomans pour autant. Et en 1820, ils rentrent sous le protectorat du consul Antonino Cafigo, qui est le consul russe à Acre et qui aura pour mission de les protéger. Ce consul va même payer de l'argent pour sauver les Juifs de Tibériade. Et là va commencer une histoire extraordinaire dans l'histoire moderne, l'utilisation intelligente des capitulations, des lois turques qui sont des lois destinées à développer le commerce avec l'Europe et dans lesquelles les Juifs de Palestine, des Eretz Israël, vont utiliser ces lois pour une protection physique et morale et pas une protection financière. Et là va commencer une série de faits, on va passer très rapidement. En 1822, les Britanniques apprennent que les Juifs de Jérusalem sont très ouverts et commencent à envoyer des missionnaires qui sont mis en anathème par toute la communauté juive de Jérusalem, sauf Rabbi Nachman Mendel de Chiklov, qui va rencontrer un Juif, fils de rabbin allemand converti au protestantisme. Alors, il va le rencontrer et ce Wolf va écrire 50 pages de récits, de débats qu'il va avoir avec Rabbi Nachman Mendel de Chiklov. Ensuite, en 1823, un des membres de la communauté des disciples de Gaon de Vilna, Rabbi Shlomo Rosenthal, va obtenir à Constantinople l'acceptation du protectorat des Juifs ashkénazes par des consulats étrangers. Nous avons la période de la conquête de Mohamed Ali et Ibrahim Pacha, une période qu'il faut donner un mot là-dessus. Entre 1831 et 1840, la terre d'Eretz Israël, la Syrie, est conquise par le gouverneur ottoman d'Égypte qui se révolte contre l'empire ottoman. Il s'appelle Mohamed Ali et il a un fils adoptif qui s'appelle Ibrahim Pacha. Ils vont conquérir, non seulement qu'il va donner l'indépendance à l'Égypte, mais il va également conquérir toute la terre d'Eretz Israël et également conquérir la Syrie en faisant une série de réformes de décrets, surtout des décrets en faveur des Juifs. Les Juifs ont le droit de construire des synagogues. Mohamed Ali a une attitude très libérale. Il va rencontrer plusieurs fois Montefiore, d'ailleurs, il aura de bonnes relations avec lui. Le problème, c'est que pendant cette période de la conquête de Mohamed Ali, il va y avoir des révoltes arabes intérieures en Eretz Israël contre Mohamed Ali, parce qu'il a voulu engager beaucoup d'Arabes à l'armée et pour différentes raisons. Il va y avoir en 1834 une révolte des Fellahs qui va organiser une série de pogroms à Jérusalem horribles. En 1837, le 1er janvier 1837, un tremblement de terre va détruire la Galilée. La ville de Safed est détruite. Par chance, quasiment par miracle, les Prouchim se sont installés en haut de la ville de Safed. Toute la vallée s'est effondrée
mais les maisons il y aura très peu de prouchim qui vont périr. Par contre, dans la communauté chassidique et sfarade, il va y avoir plus que 2000 morts. Et 600 prouchim décident de quitter Safed et de s'installer à Jérusalem. Nous verrons à la fin de notre conférence que la venue, cet apport des prouchim à Jérusalem va renforcer la communauté juive de Jérusalem et va changer radicalement la démographie juive de Jérusalem jusqu'à nos jours. En 1838, les pauvres juifs qui restent encore à Safed, il y a la révolte des Druzes en Syrie contre Ibrahim Pacha qui essaie d'engager des milliers de Druzes dans l'armée de Mohamed Ali. Et les Druzes arrivent à Safed et, comme de coutume, massacrent les Juifs. Les filles juives sont violées sur les Sifrei Torah dans les synagogues qu'on connaît de Safed. Le secrétaire de Montefiore, Louis Fleuve, surnommé Eliezer Halevi, va écrire là-dessus une série de documents. Il était là-bas par hasard et les récits rappellent vraiment la Shoah. Vraiment, les Juifs ont beaucoup souffert. Et là, vous avez la photo des premières capitulations qui ont été créées, qui ont été signées en 1537 entre François Ier et le sultan, fils du sultan Salomon. Et ces capitulations, donc, sont des lois qui vont permettre à des sujets non ottomans de pouvoir exercer librement leur profession et de ne pas être soumis aux lois musulmanes, puisqu'un homme d'affaires ne peut pas jurer, ne peut pas aller au tribunal, puisque nous savons que dans les tribunaux ottomans, les chrétiens et les juifs n'ont pas le droit, ne sont pas respectés en tant que témoins. Donc, le sultan a eu l'intelligence de comprendre qu'il faut donner une protection aux hommes d'affaires, et les juifs de Prouchim vont utiliser ces protections. Alors, un petit mot, on va passer là-dessus rapidement. Entre 1839 et 1858, il va y avoir un miracle. Jérusalem est une ville, qu'on verra un peu plus tard, dans laquelle il y a quelques milliers d'habitants. Une ville tout à fait éloignée, loin de Damas, où il y a 150 000 habitants, loin de Beyrouth, loin d'Alep, qui est une ville importante avec un peu plus que 100 000 habitants. Là, il y a des consulats importants. Soudain, entre 1839 et 1858, s'ouvrent des consulats européens, un après l'autre, et Jérusalem devient une ville avec moins que 10 000 habitants, une ville centrale qui va avoir une influence et un aura. Est-ce que cela est lié au Prouchim? C'est un débat qui est ouvert jusqu'à nos jours. Mais une chose en tout cas qui est sûre, en 1838, Lord Palmerston, le Premier ministre britannique, donne ordre au vice-consul Young de respecter les capitulations, autrement dit, de ne donner le protectorat qu'à des Anglais. C'est normal. Les Britanniques ne peuvent pas donner un protectorat à un rabbin yiddishisant qui vient de Lituanie. Enfin, il faut quand même respecter un peu les règles internationales. Donc, Palmerston écrit. Par contre, en janvier 1839, Young reçoit l'instruction, les documents existent, on les a, de prendre tous les Juifs sous le protectorat consulaire. Et en 1839 se crée un consulat de Grande-Bretagne qui sera très proche des Juifs. En attendant, les Juifs russes, d'origine russe, sont sous la protection du consulat russe qui se trouve à Jaffo. Il s'appelle Basili, et toutes les lettres que sort Basili pour protéger les Juifs sont écrites en français. Énormément de fautes d'orthographe, encore plus que moi, mais les lettres sont en français, donc tout celui qui veut lire les lettres dans les livres peut lire les lettres en français. Il y a une preuve des Juifs, et en 1839, Rabbi Zahir Bardiki, Jean de Rabbi Israël de Chiklov, est nommé Wakil, vice-consul du consulat russe de Jaffa. Imaginez, Rabbi Shimon Bardiki est un juif, longue barbe, tzaddik, gendre de Rabbi Israël de Chiklov. Il est nommé le Wakil, il a le droit, il aura des hommes, il aura des gardes du corps, il aura un traducteur, un dragoman. Le consul britannique, après Finn, va écrire une lettre dans laquelle il est jaloux. Il dit Bardiki a plus de personnes autour de lui que moi, qui suis le consul de Grande-Bretagne. En 1842, se crée le consulat de Prusse, également un consulat protestant. Les Prusses et les Britanniques, qui sont pourtant des ennemis jurés, font un accord et créent une église protestante afin de commencer à avoir un pouvoir sur les lieux saints du monde chrétien à Jérusalem. Et Rabbi Salomon Zalman, Soref, comme vous voyez, c'est un juif, est nommé wakil du consulat prusse
en 1842. En 1843, les Français et les Italiens ouvrent un consulat de France. Le consulat de France est une catastrophe. Il ne va pas aider les Juifs et c'est un débat à part qu'on met de côté, mais jusqu'à maintenant encore, les relations du consulat de France sont très très mauvaises avec les Juifs. C'est le seul consulat qui refuse d'admettre des Juifs sur son protectorat. Même les Juifs algériens de l'Algérie qui était conquise en 1815 par Bonaparte ne recevront pas également le protectorat. Par contre, en 1848, les Juifs russes passent le protectorat britannique à cause d'affaires internes. En 1849 s'ouvre le consulat d'Autriche. Et là, nous commençons à avoir un conflit entre catholiques et protestants. Et ensuite, en 1853-1856, la guerre de Crimée, qui est la conséquence d'une guerre de conflit entre la France catholique et la Russie orthodoxe sur les lieux saints de Jérusalem. Imaginez un peu la guerre de Crimée, première guerre moderne, en tout cas en 1856, consulat américain. Les Américains sont en dehors du coup. Les Russes, en 1858, créent leur consulat. Alors, pourquoi c'est très important tout cela? Parce que les Juifs prochim, je reviens un peu, en 1850, j'oublie uniquement de vous montrer, les Juifs prochim, uniquement, c'est-à-dire dans les lettres en allemand que j'ai vues, dans les documents que le Mordechai Elia, professeur spécialiste des consulats, a ramené, des documents en allemand, il est stipulé qu'en 1850, les Juifs uniquement de la communauté des prochim, donc la communauté des disciples de Vilna, ont le droit de recevoir la protectorat autrichien. Pourquoi? Parce que le consul britannique John Finn était un missionnaire. 4 membres de la communauté des prochim vont se convertir. Ça va entraîner un scandale international qui va arriver jusqu'au sultan. Suite à ça, les Juifs prochim demandent la protectorat du consulat autrichien qui leur accorde. Donc, les Juifs prochim ne vont jamais être ottomans, vont être une entité politique indépendante qui va sauver la situation des Juifs en Eretz-Israël jusqu'au début du sionisme. La ville de Petah Tikva, enfin la communauté de Petah Tikva sera sauvée par le consul allemand grâce à ça. Là, bon, il y a des passages que j'aurais bien aimé dire, mais uniquement, avant qu'on termine, qu'on conclue, je vous amène uniquement le titre de 2 articles qui montrent l'importance cruciale de ce que j'expliquais maintenant, ça veut dire des relations qui ont été faites entre les prochim et les consulats. Un article écrit par Yishayahu Friedman, très grand historien israélien, Lord Cranston, The Protection of Jews in Palestine, et il montre dans cet article, bon, j'ai ramené uniquement que cet article, en fait, que ces relations avec les Britanniques seront le début de ce qui va amener après la déclaration de Balfour. C'est-à-dire, la déclaration de Balfour de 1917, avec tout le respect pour Chaim Weizmann et tout le respect pour toute l'histoire qui est racontée aujourd'hui dans les livres, mais elle commence, le début, les relations entre les Juifs et les Britanniques commencent avec Palmerston, le décret de Palmerston de 1839. Alexander Scholz, également, très grand chercheur allemand, écrit dans l'Université de Californie, Journal of Palestine Studies. Il parle également Britain in Palestine, The Roots of the Balfour Policy. Article qui a été écrit en 1992, dont les racines de la déclaration de Balfour proviennent des relations avec le consulat britannique en Palestine, relations donc qui sont liées intrinsèquement avec les prochim. Donc, uniquement pour conclure, les prochim, premier point que je pense qui est extrêmement important, je suis en train actuellement de faire une recherche là-dessus avec le professeur Yaron Harel de l'Université de Bar-Ilan, sur le début de la diplomatie juive en Eretz-Israël, en développant également une comparaison entre l'utilisation des capitulations en Eretz-Israël pour des raisons purement politiques, en parallèle avec ce qui s'est passé avec les Juifs, les Francous, les Juifs à Alep et dans d'autres villes syriennes où les raisons là-bas ont commencé, au début, étaient pour des raisons économiques, dans l'esprit des capitulations. Donc, ce qu'ont fait les Juifs prochim en Eretz-Israël est unique. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires, ils n'ont pas pu utiliser les capitulations tel l'esprit des capitulations, c'est vraiment des capitulations utilisées à des buts politiques. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau diplomatique. Le deuxième point également, sur lequel également je suis en train de terminer mon temps un article là-dessus, c'est le système éducatif du disciple du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, j'ai voulu vraiment examiner, les disciples du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est quelqu'un qui était instruit, qui faisait toute la Torah, qui étudiait énormément la Bible également, qui a fait des maths, etc. Est-ce que
les disciples, quand ils ont créé des institutions, ont respecté l'esprit du Gaon de Vilna, ou bien ont créé des Talmudé Torah comme on connaît aujourd'hui, dans lequel on ne fait que du Kodesh, on n'étudie que du Talmud. Alors là, je ramène ici le décret. Ils ont créé des institutions qui s'appellent Etzraïm en 1841. Vous avez la photo ici de Rabbi Shmuel Salant. Rabbi Shmuel Salant est monté en Israël en 1840. Son beau-père, Rabbi Zudel Salant, est le plus grand élève de Rabbi Chaim de Volodjine. Donc, c'est vraiment la tradition du Gaon de Vilna. Rabbi Shmuel Salant va ouvrir en 1841 une école qui après va devenir les institutions Etzraïm, qui vont regrouper plus qu'un millier d'enfants. On connaît le bâtiment, l'ancien bâtiment d'Etzraïm qui se trouve à côté du marché de Makana Yehuda. C'est un énorme bâtiment qui aujourd'hui est devenu quelque chose d'autre. Mais en tout cas, les institutions Etzraïm, pendant une centaine d'années, étaient les institutions principales dans lesquelles on étudiait des milliers d'élèves pendant des années, qui a ouvert également 9 branches, des snifim, à Jérusalem, à Jaffo, dirigées par le Rav Kook et d'autres. Et Rabbi Shmuel Salant, quand il montait en 1840, il y avait un conflit, comme toujours, à la fin de la guerre du royaume de Mohammed Ali, et il a été coincé à Constantinople pendant quelques mois. Par sa chance, un autre juif important qui s'appelle Moses Montefiore, que vous voyez à ma droite, était coincé également à Constantinople. Donc Rabbi Shmuel Salant, qui avait que 26 ans, a passé plusieurs mois avec Moshe Montefiore, Moses Montefiore. Ils sont devenus très proches, et cette relation entre les deux va permettre d'abord un soutien aux institutions, soutien financier, mais également un soutien moral par rapport à la communauté anglaise, et également Moses Montefiore va investir beaucoup d'argent dans le développement économique. Alors là, je ramène en hébreu, mais il y a dans les institutions Ephraïm, il va y avoir des points très importants. D'abord, on étudie la Bible. J'ai découvert un document extraordinaire. En 1917, pendant plusieurs années, un donateur de Russie a donné de l'argent pour faire des examens publics, ce qu'on appelle en hébreu des chridonymes, des quiz pour les élèves. Et le premier quiz était un examen, un concours biblique. Le premier concours biblique pour la jeunesse juive en Eretz Israël a été fait en 1917 à l'institution Ephraïm par les Juifs, par les disciples de Gaon de Vilna, dans lequel il y a eu un concours biblique. Donc, même avant le concours biblique de l'époque de Ben Gurion, ils étaient proches de la Bible. Il y avait également des études de maths et autres. On va passer là-dessus. Le deuxième point également sur lequel les élèves de Gaon de Vilna ont une très grande influence dans le développement économique d'Eretz Israël, c'est la création des premières usines. Quand les Juifs arrivent, les Juifs des disciples du Gaon de Vilna arrivent, les Juifs d'Eretz Israël, surtout les Juifs ashkénazes, se nourrissent de ce qu'on appelle la Chalouka. Ça veut dire qu'il y a des collègues de fonds qui viennent de toute l'Europe et les fonds sont partagés selon les origines. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Les fonds sont partagés. C'est ce qu'on appelle la Chalouka, la répartition des fonds. Or, les disciples du Gaon de Vilna décident depuis le départ de tout faire. Ils ne disent pas non. Eux également ramassent de l'argent parce qu'il faut soutenir les Juifs, mais ils essaient de développer également des activités industrielles agricoles. En 1839, le fils de Salomon Rosenthal, dont on avait parlé auparavant, qui va s'appeler Mordechai Salomon, qui sera le père de Yoel Moshe Salomon, qui est un des fondateurs de la ville de Petar Tikva. Il y a une rue à Jérusalem, à côté de Kikar Sion dans son nom, va écrire une lettre à Montefiore avec un programme agricole extrêmement précis, en collaboration avec également les Juifs de Galilée. Il faut comprendre que dès le départ, dès l'Aliyah des Juifs ici de Gaon de Vilna, ils vont acheter des terres à côté de Safed. Ils veulent développer de façon active les commandements de l'Eretz Israël, c'est-à-dire respecter l'année sabbatique, respecter également les dîmes et les différentes lois relatives à la terre d'Israël. En 1955, Mordechai Salomon, Nissan Beck, qui est le fils d'Israël Beck, celui qui va faire la première imprimerie moderne en 1836, un chassid de Berditchev, et Isaac Rosenthal, qui est le fils de Rabbi Shlomo Rosenthal, vont créer une usine de textile financée par Mordechai Salomon. Ils vont passer 3 ans à côté de Londres pour apprendre le métier du textile. C'est la première usine moderne juive en Eretz Israël, même la première usine en Eretz Israël. Un Israélien qui s'appelle Shavit a écrit un livre sur l'histoire du textile israélien. Il y a une époque où il y avait des usines textiles en Israël, Delta, etc. Malheureusement, aujourd'hui, n'en parlons pas. Mais à cette époque-là, l'introduction de son livre, c'est l'usine de Mordechai Salomon. En 1958, Montefiore va faire venir
d'Angleterre le fameux moulin, qui est très important. Il va donner la farine aux habitants de Jérusalem à des prix bien moindres que le prix infligé par les Arabes. Et le moulin sera dirigé par Isaac Rosenthal, qu'on connaissait auparavant. Et en fin de compte, toute la communauté des Prouchim est liée à l'activité économique. Et là, on va terminer avec la population de Jérusalem. Nous avons vu que les Juifs, Rabbi Menachem Mendel, s'installent à Jérusalem. Et suite au tremblement de terre de 1837, la communauté des Prouchim passe à Jérusalem. Regardez ce tableau. Ce tableau, c'est la répartition de Jérusalem par communauté de 1800 à 1870. Donc, on voit au début, en 1800, il y a 2250 juifs, 4000 musulmans, 2550 chrétiens. Et on voit déjà en 1840, 5000 juifs, 4150, 3350 chrétiens. Ça veut dire en 1840, avec l'arrivée des juifs de Safed, la population juive, la population religieuse la plus importante de Jérusalem. En 1860, entre 1860 et 1870, les Juifs deviennent majorité absolue à Jérusalem. 1870, ce sont des résumés des enquêtes qui ont été faites par Judith Karp, qui a écrit sa thèse de doctorat là-dessus à l'Université hébraïque de Jérusalem. En 1870, il y a 11 000 Juifs et 11 000 non-Juifs. Depuis 1870, Jérusalem est une ville à majorité absolue juive jusqu'à nos jours. Quand on va vous raconter que Jérusalem, une ville conquise, ville internationale, ce sont les chiffres officiels qui ont été basés sur 30 enquêtes différentes, ou beaucoup d'enquêtes britanniques, depuis 1870. L'apport des Juifs Prouchim, l'installation du consulat sera cruciale. Pour terminer, donc, la thèse que j'ai soutenue en 2016 sous la direction du professeur Paul Fontaine, expert du monde musulman, qui m'a beaucoup aidé à comprendre la problématique du monde ottoman et l'intégration et l'aliote du juif ashkénaze, non autrement dans un milieu qui est tout à fait relié par la charia, donc, que je remercie également. Donc, la thèse a été publiée en 2020 aux éditions Honoré Champion à Paris. On peut la trouver sur le site de la FNAC, Amazon, sur le site d'Honoré Champion. Et bon, Hachem, après plusieurs mois de Corona où tout a été bloqué, la librairie Vice Versa de Jérusalem amène le livre en Israël, qu'on peut commander directement chez Vice Versa, qui s'occupe de faire venir le livre en Israël. Voilà. Donc, de mon tour, j'ai terminé ma conférence. Et s'il y a des questions, voilà, j'ai encore le droit, je crois, on m'a dit jusqu'à 7h15. Donc, si encore il y a 7 minutes, il y a des questions, mes chers amis, n'hésitez pas. Voilà. Toda Rabba, merci beaucoup. Je vois même des gens qui applaudissent, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez maintenant, à partir de maintenant, ouvrir vos micros et poser des questions sur ce brillant exposé du docteur Schibert. C'est à vous. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il appelle les Juifs Prouchim. Qu'est-ce que c'est les Juifs Prouchim? Alors, le mot parouche, alors, c'est pas dans le courant. Quand les Juifs, quand il y a eu le conflit entre les mondes lituaniens, entre le Gaon de Vilna et la Chassidim, c'est pas que le Gaon de Vilna, c'est un conflit extrêmement intéressant entre le monde lituanien et le monde chassidique. Les Juifs lituaniens ont été surnommés les mitnagdim, les opposants. Jusqu'à maintenant encore, on l'appelle les mitnagdim. Quand ils sont montés en Israël, c'est ce que prétend Eliezer Rivlin dans le premier article de fond qui a été écrit sur la Lia des Juifs, des disciples de Gaon de Vilna en 1953 dans le livre sur le Gaon publié par le Mossad Arav Kook. Il a un long article qui s'appelle Aliyat Talmidei Agra d'Israël. Il dit que le mot Prouchim veut dire séparé. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu employer le mot opposant. Le mot opposant. Ce qu'ils ont voulu, c'est surtout montrer qu'en fait, ils se sont séparés de la diaspora. Le mot parouche veut dire quelqu'un qui se sépare. L'ifroche, c'est quelqu'un qui se sépare. Donc, ils se sont séparés de la diaspora. Aujourd'hui, certains prétendent que le mot Prouchim rappelle un peu les Prouchim, les pharisiens de l'époque du Second Temple, qui se sont séparés des Sadducéens. Mais je pense que l'intention est plus de dire qu'en fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'on se sépare de la diaspora et on crée quelque chose de nouveau en Israël. Il y a d'autres questions? Est-ce que l'imprimerie n'était pas nécessaire à tous ces lamdanim?
à cette époque-là. Alors, écoutez, créer une librairie est quelque chose de très, très complexe. Aujourd'hui, on imprime, on tape sur un laptop et on envoie. Et à l'époque, avoir une imprimerie, quelque chose de très complexe. Nous savons qu'il y avait une imprimerie juive à Safed à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Pendant des centaines d'années, il n'y aura pas. Israël Beck, il y a un chercheur américain qui s'appelle Lieber, a écrit un livre remarquable sur cette époque. Il a écrit un livre, il a pris l'exemple de 7 Olim du monde ashkénaze qui étaient des entrepreneurs. Entre autres, il parle d'Israël Beck, qui est venu avec une imprimerie. Il est monté de Berditchev, mais il était très proche de la communauté lituanienne parce qu'il était lui-même un homme d'affaires. Il a fait ça. Pourtant, il faut comprendre que son imprimerie a été détruite par les Druzes en 1837. Il a dû s'enfuir. Enfin, Ibrahim Pacha, pour le compenser, lui a offert un petit village à côté de Safed. Bon, mais un village à côté de Safed entouré d'assassins, c'est pas le meilleur endroit pour vivre. Donc Israël Beck va quitter, va déménager à Jérusalem et Montefiore va lui offrir une nouvelle imprimerie qui fera venir de Londres. Donc c'est difficile d'avoir une imprimerie, c'est beaucoup de frais. L'imprimerie d'Israël Beck, après, va devenir une imprimerie importante. Uniquement pour la petite histoire, quand on parle de conflit entre chassidiques et lituaniens, le premier livre qu'Israël Beck va publier en 1836 sera le Peat HaShulchan, le livre sur les halachot d'Eretz Israël, écrit par Rabbi Israël de Shklov, disciple du Gaon de Vilna. Donc, en Eretz Israël, les relations entre chassidim et lituaniens ont d'autres voies que celles que nous connaissons en Europe de l'Est. Merci. Professeur Schibert, votre conférence. Docteur pour l'instant. Alors, docteur Schibert, kol hakavod, à tout point de vue, l'utilisation des ressources et vos connaissances et votre façon de présenter, c'est une conférence merveilleuse et éclairante. Pouvez-vous éventuellement ajouter un mot au sujet des Karaïtes par rapport à ce problème? Vous parlez des Karaïtes? Oui. Écoutez, le monde, les Karaïtes, à cette époque, il y a très peu de Karaïtes. Le monde karaïte, l'influence du monde karaïte, les grandes communautés karaïtes, nous les connaissons d'une période beaucoup plus antécédente. Nous connaissons à la fin de l'époque des Gaonim. Nous parlons vraiment dans les années entre 900 et 1000. À cette époque, en Eretz Israël, à ma connaissance, encore une fois, je ne connais pas tout, il n'y a pas une communauté, il y a quelques juifs karaïtes dispersés. Aujourd'hui, il y a 2 communautés karaïtes en tout Eretz Israël, il y a 150 juifs karaïtes. À l'époque, il n'y a pas une communauté, en tout cas une communauté significative. Dans tous les recensements qu'a fait Montefiore, il a fait 6 recensements qui figurent aujourd'hui, qu'on a retrouvés, etc. Il n'y a pas une définition communautaire karaïte, donc je ne suis pas rentré là-dedans. Merci. Quels étaient les enjeux pour les consulats d'accueillir ou non les Juifs sous leur protection? Alors, le consulat britannique, comme nous avons vu, les relations entre les Prouchim et les Britanniques ont commencé en 1822, quand les Britanniques ont commencé à envoyer des missionnaires qui ont été reçus uniquement de façon positive que par les Juifs Prouchim. Ils ont vu en eux un moyen. Bon, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans. Pour ceux qui comprennent bien l'hébreu, j'ai écrit un article là-dessus dans Da'at de Bar-Ilan en 2015 qui s'appelle Torah Tapkida Shelagra. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez demander mon adresse mail à Midrash Yehuda. Je vous enverrai le PDF de cet article pour ceux qui comprennent l'hébreu. Là, j'explique les sources du Gaon de Vilna, les sources kabbalistiques concernant l'importance des relations avec les nations. Concernant les Britanniques, c'était une opportunité pour eux. Il y avait à Jérusalem, au début du consulat britannique, 3 ressortissants anglais. Point. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on peut faire quelque chose d'important. En prenant les Juifs sous protectorat, le consulat britannique a commencé à prendre de l'ampleur. Ce qui est très important, je n'ai pas tellement eu le temps de le développer maintenant, il faut comprendre que la décision de Palmerston de janvier 1839, il a écrit une lettre entière à Young, et la décision pour laquelle il dit « Je suis prêt à donner le protectorat à ces Juifs-là, alors qu'ils ne sont pas britanniques, et pour la raison que la terre d'Israël leur appartient ».
C'est marqué explicitement. C'est-à-dire, la première déclaration de Balfour, c'est la déclaration de Palmerston. C'est pour ça que j'ai ramené après les écrits. J'ai montré ça à l'ambassadeur, le docteur Dewey Gold, en lui expliquant qu'en vérité, je pense que quand on parle de San Remo, etc., on aurait intérêt, j'espère longtemps dans la recherche que je vais publier, que ça fera un peu plus de bruit, que la reconnaissance britannique du fait que les Juifs sont les propriétaires de la Terre Sainte date de 1839. C'est la raison pour laquelle Palmerston dit à Young, je vous autorise à leur donner le protectorat, c'est eux qui sont les propriétaires de la Terre. Donc, même si ce n'est pas pour des raisons économiques. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe après, ce que j'ai montré, c'est ce que Eliav montre dans ses recherches, après, il a commencé à avoir un effet de boule de neige. C'est-à-dire, les protestants sont là, les Britanniques, ils arrivent, donc les autres protestants prusses s'installent, les Français catholiques ouvrent leur consulat, les Autrichiens également ouvrent le consulat, guerre de religion, les Russes se mettent également, guerre de Crimée, etc. Donc, en fait, il va y avoir une boule de neige. Le début de la boule de neige commence par les Prushim. À quel point la décision britannique était uniquement due aux Juifs. Il y avait également d'autres considérations. Un chercheur qui s'appelle Mir Verté a écrit une série d'articles là-dessus, et c'est un domaine, etc. Je pense que Chaimson, qui a publié tous les documents du consulat britannique en 1939, écrit dans une très longue introduction qui semble qu'en fait c'était un mélange entre les deux. Il y avait des intérêts britanniques qu'on ne connaît pas, mais il y avait également le fait qu'ils avaient trouvé dans les Prushim un endroit agréable pour pouvoir développer leur activité. De là, s'est développé également Jérusalem comme étant une ville internationale. Il faut bien comprendre, dans la campagne de Bonaparte, Bonaparte ne rentre pas à Jérusalem. Il n'y en a rien à faire de Jérusalem. Bonaparte remonte le long de la côte, il passe de El Arish, il remonte la côte, il arrive à Jaffo où il massacre à la baïonnette 3000 Turcs, il arrive à Saint-Jean d'Acre où il se fait avoir devant Abdel Pacha. C'est-à-dire, Jérusalem n'existe pas, personne n'en a rien à faire de Jérusalem. Il n'y a que les Juifs qui en ont à faire de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est connue à cause des Juifs. Et ça, c'est historiquement parlant. Je vous invite à le lire. Voilà. Johan, il y a encore du temps, on arrête là. Encore une question, allez, parce que c'est tellement passionnant. Une dernière question, et puis après, on va devoir arrêter. Bon. Il y a une réaction de Daniel qui dit aujourd'hui en vieille ville de Jérusalem, il y a une grande yeshiva dirigée par la famille Zilberman qui se dit descendant du Gaon et dirige la synagogue de la Khourva. Alors, remarque concernant la famille Zilberman, le rabbin Zilberman de mémoire bénite qui a créé cette communauté, je crois qu'il a fait son alia d'Angleterre ou des États-Unis, je crois d'Angleterre, il n'est pas un descendant du Gaon de Vilna. Par contre, il a consacré sa vie à vouloir enseigner la Torah selon ce que lui pensait être la tradition du Gaon de Vilna. Il y a un débat autour des gens qui sont descendants du Gaon de Vilna. Je me permets entre parenthèses de signaler que je suis également un vrai descendant du Gaon de Vilna. Je descends de Rabbi Avraham, le fils du Gaon de Vilna. Voilà, donc je descends également descendant du Gaon de Vilna. Pardon ? T'es plus Vichnitz. Mon père est né à Vizhnitz, mais ma mère est descendante du Gaon de Vilna. Voilà, je dis la vérité, ma mère est descendante du Gaon de Vilna, tout en venant du famille chassidique. Donc, il y a un débat. C'est-à-dire, je pense, quand j'ai analysé en tout cas le programme d'Etzraïm, le programme d'Etzraïm est différent que le programme Zilberman, et je pense que le programme d'Etzraïm de Rabbi Samuel Salint était plus proche de la tradition du Gaon de Vilna. Bezrat Hashem, j'espère que mon article sera publié bientôt. Et là, l'article parle justement du programme éducatif des institutions Etzraïm à Jérusalem, selon la mouvance du Gaon de Vilna. Toda Rabba, merci beaucoup, docteur Emmanuel Schibert. C'était un plaisir, très passionnant et très instruisant. Toda Rabba.